Ce dont nous allons parler maintenant, c'est que je suis un fondateur technique. Donc, je suis quelqu'un qui construit. Beaucoup. J'essaie de ne pas livrer trop de PR ces jours-ci si mon équipe est là, mais je construis beaucoup de mes propres mains sur la technologie. Et ce que cela signifie, c'est que nous avons construit des assistants. Nous avons utilisé nos propres outils pour construire des assistants et des agents à l'intérieur de notre produit. Donc, je vais passer un peu de temps à vous parler de nos défis, à quoi cela ressemble, comment nous l'avons construit, et vraiment aller à un niveau plus profond sur le fonctionnement de tout ça. Donc, notre parcours. Nous avons un assistant copilote dans le produit et nous avons commencé, comme beaucoup de gens, avec cette petite fenêtre sur le côté. Et je pense qu'il y a une énorme opportunité pour une meilleure conception de l'UX, de ces outils et pour l'intégration de l'UX dans le produit. Nous allons vous montrer quelques-unes des modifications que nous avons apportées et comment nous les avons intégrées. Mais cela a vraiment été une plateforme pour nous pour intégrer l'IA dans le produit. Ce que cela signifie, c'est que l'assistant lui-même a plus de 30 compétences à ce stade. Je vais vous en montrer quelques-uns. Elle crée des tableaux de bord et graphiques. D'autres déboguent les données. Certaines concernent la recherche de problèmes dans vos données. Donc, ces compétences sont des choses qui ressemblent à des appels de fonctions ou à des éléments en arrière-plan que notre assistant peut réaliser dans le produit. Et la façon dont nous commençons beaucoup d'architectures différentes, je dirais que c'est une approche vraiment courante. Je vois équipe après équipe, après équipe, après équipe. Et ce que c'est qu'il y a deux appels LLM, il y a un appel de routeur qui détermine quelle intention, quelle compétence exploiter. C'est un appel d'outils. Et il y a compétences, qui pourrait aussi inclure un LLM. Et la raison pour laquelle nous n'en avons que deux, c'est que deux, c'est déjà beaucoup à enchaîner. Vous allez voir certains d'entre eux, cela prend un peu de temps. Mais ce que je vois, que la plupart des assistants dans les produits ressemblent à ça, c'est en quelque sorte un routeur déterminant l'intention et une certaine quantité de travail ici en bas. Donc, que cela signifie, c'est que chaque boîte rouge ici a également un modèle de prompt associé en général. Maintenant, vous pouvez avoir un utilisateur dans la boucle. Vous allez voir, c'est ce que nous faisons. Nous avons un utilisateur dans la boucle de notre assistant où revenons à l'interface utilisateur après deux appels LLM et obtenons plus de données. Et donc, je vais vous montrer dans un instant à quoi cela ressemble en pratique avec une démo. Mais c'est une approche très courante qui est un routeur, un appel d'outils qui pourrait inclure un LLM et ensuite un utilisateur. Dans la boucle, donc, c'est un routeur à une couche très courant dans l'architecture. Là où nous avons explosé et où nous sommes allés au fil du temps, c'est que nous avons fini par avoir des routeurs et des appels LLM. Dans notre assistant, cela a séparé différentes choses dans différents points d'entrée de l'interface utilisateur. Donc, dans l'un de ces cas, j'entre depuis un tableau de bord et je crée un graphique. Dans un autre cas, j'entre depuis une section de recherche et je fais un peu de recherche. Donc, complexité augmente avec le temps, mais vous voyez toujours un schéma similaire. Il y a un système de routage qui détermine quelles compétences exploiter, peut-être en fonction de l'emplacement de mon interface utilisateur. Et il y a une compétence qui exploite les LLM. Parfois, la plupart du temps, c'est pour faire quelque chose de spécial. Je vais passer un peu de temps sur la recherche IA, ce qui est plutôt amusant. Cela parcourt les données et vous aide à les analyser et à les déboguer. Mais je vais aussi faire quelques graphiques et d'autres choses pour vous aussi. Nous utilisons notre logiciel tous les jours afin de créer cet agent et cet assistant idéal pour développer des logiciels. Nous utilisons nos outils, nous construisons avec nos outils. Beaucoup de choses que vous allez voir, c'est que notre plateforme s'intègre à la fois dans la production et le développement. Je pense que toutes les plateformes qui font ce que nous faisons doivent faire cela. Les evals et les évaluations que nous utilisons en développement, nous les utilisons aussi en production. Je vais faire une pause d'1 minute. Bien savent ce qu'est une évaluation. Est-ce que le terme evals signifie quelque chose pour la salle? Je déteste partager des mains. D'accord, pas mal de choses ces jours-ci. Eh bien, nous parlons d'évaluation. Nous voulons généralement dire LM en tant que juge ou utiliser l'IA pour aider à évaluer votre système. C'est un peu méta, mais ce qui se passe ici, nous utilisons l'IA pour évaluer l'IA. Vous êtes en train d'annoter vos données. Vous utilisez des ensembles de données. Donc, c'est un peu ça. Je vais vous montrer une petite démo de à quoi cela ressemble en pratique. Alors, donnez-moi une seconde ici. Alors, essayons là une démo en direct. Vas-y.
Peux-tu faire la démonstration en direct? D'accord, ça a fonctionné. Wow. Salut, Chuck. Alors, tout d'abord, voici un exemple de ce à quoi ressemble l'assistant dans notre système. Chacun de ces échanges est une conversation, où il y a une certaine saisie. Dans ce cas, il pose une question sur un SDK. Il y a une réponse qui se déroule ici. Il y a un système de récupération potentielle, récupération de morceaux de documents, peut-être d'un WiviWat. Qui va parler ici? Il y a une certaine synthèse dans le LLM et la réponse est ce que nous faisons, je veux dire. Certains d'entre eux seront des centaines en profondeur dans les appels. Un seul appel peut être une centaine en profondeur dans le nombre d'appels. Donc, le nombre, la première chose que je ferai, la première chose que nous recommandons tous, suivre votre agent, suivre votre assistant. Tu as un point d'entrée, tu as certaines choses qu'il fait. Dans ce cas, c'est un appel. Donc, tu fais le suivi, tu obtiens tes données, ensuite tu évalues. Donc, tu verras des évaluations un peu attachées ici. Zoom un peu, et ce que c'est essentiellement l'IA qui évalue. Question et la réponse ici. Dans ce cas, l'IA a un peu parlé du SDK. Tu sais, il n'y a aucune mention du SDK dans le texte de référence. Qu'est-ce qui se passe? Ça, la réponse est problématique et c'est un peu les bases de ce à quoi cela ressemble. Maintenant, ce que je voulais faire, c'était en fait te montrer à quoi ressemble notre assistant, où se trouvent ses points d'intégration et quels défis nous avons rencontrés en le construisant. Et ensuite, je vais le relier aux produits que nous utilisons. Donc, une des façons dont nous avons un assistant ici, c'est que nous avons une capacité de recherche IA. Parfois, tu as des questions et des réponses. Tu pourrais vouloir trouver tous les utilisateurs frustrés. C'est un cas, c'est courant. Donc, tu peux vraiment taper n'importe quoi que tu veux rechercher, par exemple, ou bien comme des mots-clés, des phrases ou des sujets spécifiques. Et défi de celui-ci. Comme je l'ai mentionné, il y a 2 appels LLM. Il y a un premier appel ici pour déterminer quoi faire. Il y a un deuxième qui récupère toutes les données et ensuite fait des recherches à travers. Dans ce cas, je trouve des gens un peu agacés ou frustrés par notre plateforme et tu peux construire des filtres à partir de ça. Donc le premier, c'est juste la recherche IA, être capable de rechercher ton système de certaines manières. Mais je peux faire d'autres magies. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas juste une recherche. Au fil du temps, nous avons décidé que nous voulions, tu sais. J'en pourrais juste vouloir comprendre le type de question. Donc, je pourrais vouloir faire un peu d'analytique avant de filtrer. Donc, ce que je t'ai montré, c'était une recherche et un filtrage. Je peux faire des choses comme quelles sont les questions les plus osées. Donc, je peux faire de l'analytique sur mes données avant de filtrer, ce qui est une compétence différente. Donc, en tant que routeur, je réalise que ma question ne portait pas sur le filtrage, mais vraiment sur l'analytique. Ma question porte sur les questions les plus posées par les utilisateurs. Donc, ça sait quelles colonnes sont dans les données, ce que sont les données de trace. Ça sait quoi aller chercher, puis ça le récupère et l'examine. Donc, il y a les questions les plus fréquentes concernant les SDK ou certains indicateurs qui sont posés. Donc, tu peux entrer à un certain endroit et appeler différentes compétences. En fonction de ce que tu essayes de faire, je peux aussi faire des choses comme une chose courante ici, c'est que nous avons ces évaluations dont nous parlons, les clients. Tu sais, les clients ont des hallucinations et des évaluations autour de ça, et des évaluations sur la justesse. Eh bien, je pourrais vouloir savoir quelles sont les principales raisons des hallucinations. Donc, tu peux utiliser ça. Trouver des problèmes et créer des ensembles de données. Et tu peux mal orthographier des choses comme hallucination. Et en général, nous allons aussi bien le comprendre. Donc, il y a pas mal de choses que tu peux construire à partir de, tu sais, un seul point d'entrée. Donc, c'est un peu un point d'entrée que nous avons dans le système avec une sorte de routeur autour. Et dans ce cas, il a trouvé des hallucinations, des évaluations de portée, des informations qui ne sont pas présentes dans le texte de référence. Utilise ces explications pour comprendre pourquoi il a halluciné et te donner des raisons. Donc, c'est assez puissant. Capacité à créer des filtres et à faire des analyses. Je pourrais aussi récupérer des données, créer des ensembles de données pour mes flux de tests, ce que je fais beaucoup. Mais je veux vous donner d'autres exemples de l'endroit où l'assistant est réellement utilisé. Il y a des exemples dans les tableaux de bord. Nous avons un assistant de tableau de bord qui vous aide à créer des graphiques. Donc, si je veux créer un widget de série temporelle ou quelque chose comme ça, et que je veux juste, vous savez, par exemple, créer une série temporelle pour, en fait, les comptes de tokens, Total et Invite,
Je peux faire ça à la volée, par exemple. Je peux choisir les données à utiliser et ça va créer des graphiques. On va créer des graphiques qui s'additionnent en temps réel. Ici, ça me demande, je ne suis pas sûr de la métrique que je veux, donc ça me pose quelques questions. Peux-tu faire compte total des tokens? Donc, si tu ne te trompes pas, il peut te poser des questions et construire ce graphique pour toi, ce qui est un bon paradigme d'interaction. Donc, point d'entrée ici est, et je peux montrer les éléments qui ont été créés, je peux les ajouter au tableau de bord d'un simple clic, et j'ai mon graphique. Peu importe ce que c'est. Donc, il y a plein de différents points d'entrée et des choses que tu pourrais faire. Je peux faire des recherches. Nous faisons aussi des évaluations. Donc, Gemini, par exemple, fonctionne au fur et à mesure que les données sont ingérées. Il y a ces évaluations qui s'exécutent sur les données à mesure qu'elles arrivent sur la plateforme. Donc, nous avons un copilote et notre assistant qui t'aident à rédiger ces modèles. Ou Gemini, en tant que modèle de Vertex, fonctionne sur tes données et sur l'augmentation en vérifiant s'il a halluciné ou si c'est correct. Donc, il y a des points d'intégration ici où nous t'aidons à rédiger des modèles pour une évaluation complète et détaillée. Alors, laissez-moi juste modifier ça légèrement et créons un modèle sophistiqué et efficace pour tu crées une évaluation approfondie et précise pour détecter peut-être des utilisateurs en colère et insatisfaits. Tu pourrais faire ça pour des utilisateurs frustrés et mécontents, ce qui pourrait aider à améliorer le service client et à prévenir des situations conflictuelles. Donc, pour faire court, nous avons trouvé différentes manières. Je veux dire, quand tu penses à la construction, à l'assistance et à la création, donc ça a un peu réécrit le modèle ici. Je peux l'enregistrer. Tu sais, l'assistance et les agents est une plateforme qui permet d'intégrer l'IA dans tes produits. Et ces assistants vont être intégrés dans des plateformes SaaS, alimentées par les données. Dans notre cas, nous construisons un assistant pour t'aider à créer de l'IA, et nous utilisons nos propres outils pour le faire. Mais chaque plateforme SaaS qui existe va livrer un assistant à chaque emploi de bureau aux États-Unis pour les aider dans leur quotidien. Et vous êtes probablement en train de construire beaucoup de ces choses. Et l'idée, c'est que tu peux les intégrer. Tu peux utiliser ce concept de routeur LM et d'appel scolaire pour que ça fonctionne. J'espère que cela te donne une idée de notre plateforme, un peu de son fonctionnement et à quoi ressemble un assistant. Et j'ai probablement le temps pour, disons, une ou deux questions si quelqu'un veut en poser. Vas-y. Ouais, et tu montres. Façon de les faire fonctionner mieux, de les déboguer et de les analyser. Peut-être que tu pourrais juste, pour certains d'entre nous, prendre un peu de recul, parce que dans mon cas, et j'ai utilisé des modèles pour des tests spécifiques, mais ce n'était pas un système d'agents. C'était comme mettre en place un outil comme SageMaker et juste faire des transformations par lot depuis le stockage dans le cloud, puis produire des résultats et les vérifier. Donc, j'ai du mal. Comprendre quel est le problème que tu essaies de résoudre. Je veux dire, je peux imaginer cet agent parallèle, mais peut-être que tu pourrais juste reculer un peu, expliquer ce que je devrais essayer de faire. Peut-être dans le cadre d'un système RAG, parce que l'une des choses auxquelles nous pensons, c'est d'avoir quelque chose qui puisse utiliser nos données d'entreprise pour répondre à des questions comme s'ils avaient été entraînés dans un modèle, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons tellement de données. Je travaille pour la Réserve fédérale et avons beaucoup de données. Et comment nous pourrions procéder pour faire ça, alors que tu pourrais répondre à la question dans ce contexte? Ouais, donc, je pense que, comme tu l'as vu, chaque fonctionnalité que j'ai probablement montrée dans la plateforme ne serait pas accessible ou exécutable avec l'apprentissage automatique traditionnel de quelque manière que ce soit. Donc, je pense que ce que tu essaies de faire, c'est que ce que nous voyons, c'est... Nous utilisons des modèles, nous utilisons par exemple Llama 3 pour faire ces choses. Donc, ce n'est pas de l'apprentissage automatique traditionnel. Ce n'est pas un cadre agentique. C'est plus de l'ingénierie des invites et d'avoir différentes phases où nous traitons les données pour faire différentes choses. Et ensuite obtenir une réponse. Convertir en langage naturel ou SQL. Aller dans un catalogue, trouver des données utiles. Ensuite, nous lui ferions créer un programme Python pour l'afficher. Ces types d'étapes qui, je pense, lui sont différentes de ce dont tu parles.
Ouais, donc je dirais que la vraie question ici, c'est, je pense que c'est une question que tu entends tout le temps, c'est qu'est-ce qu'un agent? Et peut-être que c'est même ce à quoi tu fais allusion. En fait, je fais des invites et des modèles en ce moment. Qu'est-ce qu'un agent? Et les domaines clés que je regarde généralement, c'est ce qu'il y a, tu sais. J'ai entendu des gens dans l'écosystème dire ça, mais ce que nous voyons, c'est y a-t-il un flux de contrôle et y a-t-il une approche itérative sur les données? Et dans ce cas, tu itères avec les entrées de l'utilisateur. Le flux de contrôle, c'est un LLM devant lui décidant quoi faire. Et ensuite, tu fais un appel LLM ou ça pourrait être un appel de fonction en dessous. Donc, par agent, nous entendons simplement une approche itérative, prenant des décisions, en intégrant des données de manière itérative. Typiquement, c'est un routeur LLM ou un appel d'outils devant, et ça fait quelque chose en dessous. Donc, tu pourrais même le faire aujourd'hui. Peut-être que tu l'es, peut-être que tu ne l'es pas, mais dans la première génération de ce que la plupart des gens construisaient, répondait à une invite, un appel. Et ce vers quoi nous avons un peu évolué au cours de l'année dernière, c'est l'utilisation d'outils. Donc, contrôler le flux de ça, puis faire quelque chose avec, et ensuite potentiellement itérer dessus. Ouais. Et ce sont des choses que tu ne veux pas garder. Ouais. Et au fur et à mesure que tu traverses les générations, que tu fais ton ingénierie d'invite, tu dois gérer ça. Parce que sinon, tu vas manquer de mémoire tampon, non? C'est clé, le principal dans la plupart des systèmes. C'est l'appel d'outils. Alors, est-ce que tu fais des appels d'outils, de la spécialisation, puis des invites en dessous et des appels? Et y a-t-il un contrôle de flux et une approche itérative? Des boucles au-dessus de ton système. Si tu te contentes de prompts et de réponses, je dirais que c'est probablement plus traditionnel. Tu es probablement la première génération de systèmes ici. Je veux vraiment donner une dernière chance à quelqu'un d'autre ici. Désolé, un peu retard. Question plus... Donc, avec ce que tu montrais plus tôt, il semble qu'il devrait y avoir une intégration très profonde entre tes outils et les systèmes sous-jacents, que ce soit les appels de modèles, les outils, les appels pour TC8 et ainsi de suite. Alors, comment abordez-vous des questions comme la sécurité et autres, dans le sens où je construis mon système, qui pourrait être dans mon cloud? Est-ce que je vous utilise comme un service géré? Est-ce que j'installe le vôtre en tant qu'agent? Juste comment la partie intégration fonctionnerait? C'est une bonne question. Donc, si vous voulez commencer demain, nous avons du code source ouvert. Donc, en termes d'instrumentation, nous croyons en Autel. C'est généralement, je pense, là où tout le monde se dirige en ce moment du point de vue de l'instrumentation. Vous pouvez commencer avec notre code source ouvert. À mesure que vous développez l'entreprise, la plupart des sociétés dans mon secteur ont quelque chose qui se déploie sur votre logiciel, donc dans votre VPC. Donc, c'est comme si Databricks rencontrait Datadog en termes de livraison. Je ne pense pas que les données quittent votre système si vous êtes la plupart des entreprises. En ce moment,